Je suis Manon Trépanier et je vous souhaite la bienvenue à l'Art en question. Pour cette dernière émission, nous allons explorer la place qu'occupe l'art professionnel et le loisir culturel dans notre société. Pour nous éclairer sur la question, je reçois Emmanuel Hippolyte, comédien et slameur. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Eugénia Reznik, artiste en art visuel. Bonsoir Eugénia. Bonsoir. Stéphanie Laquer, régisseur au Bureau de la culture pour la ville de Longueuil. Et Isabelle Arsenault, technicienne en loisirs, aux arts et à la culture au Collège Charlemagne. C'est bien cela, Isabelle? C'est bien ça. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je vais commencer avec vous, Stéphanie. J'aimerais que vous nous définissiez le loisir culturel et aussi son offre pour une ville comme Longueuil. Oui, mais le loisir culturel, c'est toute discipline en art, que ce soit les arts visuels, que ce soit les arts de la scène, la littérature, donc des cours qu'on offre aux citoyens pour pratiquer un loisir culturel. Donc, moi, je travaille dans un centre culturel à la ville de Longueuil et on offre des cours aux citoyens donc pour qu'ils puissent venir pratiquer donc un loisir culturel. Et nous, ce qu'on trouve important, c'est de toujours mettre l'artiste en lien avec, évidemment, le citoyen. Donc, tous nos animateurs, nos professeurs sont des artistes professionnels ou des gens qui ont étudié en art visuel, qui sont professeurs. Alors, on trouve ça vraiment important de mettre en lien l'artiste et le citoyen pour qu'ils puissent pratiquer une discipline artistique. Donc, pour eux, évidemment, c'est un loisir culturel. Ça s'adresse à une clientèle de quel âge? Nous, à la ville de Longueuil, c'est de tous les âges, donc de 4 ans à 99 ans, donc de tous les âges, oui. De tout pour tous les goûts? Oui. L'offre est vraiment très, très large. Tout à fait. Est-ce que vous avez vu un changement au fil des années au niveau de la clientèle? Moi, j'ai vu des changements au cours des différentes années parce qu'évidemment, il y a toute la vague qu'on appelle des baby boomers. Alors, on voit là, depuis quelques années que ces gens-là prennent leur retraite dernièrement. Alors, on voit que les gens veulent prendre beaucoup de cours culturels et également veulent prendre des cours des fois le matin, l'après-midi, ce qu'on n'avait peut-être pas avant, là. Donc, on a beaucoup de demandes là, pour les cours culturels. Pas seulement, évidemment, le soir, mais on va offrir des cours davantage les matins aussi, les après-midi, pour toute cette clientèle-là qui est nouvelle. Est-ce qu'il y a une augmentation de la clientèle ou elle se contente de changer, dans le fond? Augmentation, je ne pourrais pas vous dire en termes de statistiques, mais on voit, c'est ça, de plus en plus, peut-être que la demande change un peu. Donc, on essaie, là, dans les dernières sessions, de peut-être faire des petits changements au niveau de la programmation pour justement cette clientèle-là, là, beaucoup. Vous, Isabelle, dans votre école, là, il existe une concentration en art. Oui, Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, on a plusieurs concentrations en art. On a des élèves en concentration musique, concentration danse, concentration art plastique et multimédia, puis concentration art dramatique. Donc, les élèves sont appelés à découvrir ces formes d'art-là, intégrées dans leur horaire scolaire à travers un cheminement créatif, des projets, des expositions, des spectacles, dépendant de leur concentration ou des projets de réalisation qu'ils ont à faire. C'est une clientèle de quel âge chez vous? C'est une école secondaire? C'est une école secondaire. Donc, ils ont entre 12 et 16 ans. Donc, ils sont dans les premières expériences de défis créatifs. Fait qu'on essaie de leur offrir plusieurs opportunités de création et d'observation. On fait beaucoup de visites, on va voir des spectacles parce qu'il faut que ça s'inscrive dans leur démarche. Puis dire, j'apprends de d'autres artistes, je côtoie d'autres artistes, je vois le travail de d'autres artistes. À partir de ça, qu'est-ce que j'en retire? Comment je peux apprécier leur travail et l'interpréter ou me le réapproprier pour faire autre chose avec. Alors, c'est la façon avec laquelle on travaille avec nos élèves du secondaire. Vous avez même créé un programme de résidence particulier pour... Est-ce que vous avez constaté au fil de votre pratique que les jeunes s'éveillaient plus à la culture avec des projets comme ça? Bien, en fait, ce que je découvre, puis ce dont je suis très, très fière, c'est que les élèves se découvrent une couleur d'artiste. Ils voient,
en tout cas, ils aspirent pas à être des vedettes. Ils aspirent à avoir un cheminement d'artiste, un cheminement créatif, une démarche. Ils sont capables de créer quelque chose, de voir comment ça s'inscrit dans leur cheminement. Il y en a des finissants, là, qui me disaient, ben moi, ça m'intéresse de poursuivre. Ce que j'ai découvert m'a amené à cet endroit-là. J'aimerais travailler dans différents domaines reliés de près ou... Oui, oui, tout à fait. Et vous, Eugénia, vous travaillez aussi avec des jeunes du secondaire, des jeunes du primaire. Ça se passe comment? Qu'est-ce que vous retirez, vous, de ces résidences d'artistes-là? Alors, effectivement, je travaille beaucoup, surtout dans les écoles primaires, surtout à Montréal. J'aimerais bien travailler un peu plus à Longueuil, mais pour l'instant, c'est surtout à Montréal. J'ai travaillé dans l'école, justement, d'Isabelle, cette année, avec les secondaires 1. Et je trouve que ce qu'on peut, justement, donner aux enfants et aux jeunes, et ce qu'on peut en prendre est extraordinaire au niveau d'expérience artistique, parce qu'au niveau primaire, c'est la pure découverte, c'est l'enchantement, c'est les explorations des matériaux, les découvertes de toutes sortes, des couleurs, des techniques, des gestes. Et au secondaire, effectivement, on change de regard. Là, on a une vraie démarche de création avec les jeunes. Et justement, j'écoutais Isabelle en parler, et c'est vrai que c'était mon cas aussi en tant qu'artiste débutant à cet âge-là, au niveau secondaire. Et je trouve que c'est à ce moment-là qu'on fait les premières découvertes de création véritable. Et c'est à ce moment-là, c'est ces créations-là, c'est ces projets-là qui nous marquent le plus dans la vie, à ce niveau-là. Donc, les projets de création avec, que ce soit les enfants au primaire ou les enfants au secondaire, ça change, moi je n'ai pas peur de dire que ça change leur vie. Ça change leur vie à ce point-là? Ah oui, définitivement. Définitivement. Vous, Stéphanie, vous faites aussi des expositions, des adultes, par exemple, qui ont du loisir. Oui, tout à fait. Une fois par année, on appelle ça la première galerie. Donc, on donne la chance, comme une première galerie pour eux. Donc, autant les enfants que les adultes peuvent exposer leurs œuvres qu'ils ont fait pendant l'année. Alors, ça se passe souvent au mois de mai, au Centre culturel Jacques-Ferron. Puis, les commentaires qu'on a, c'est ça, hein? Ils sont fiers d'exposer leurs œuvres. Puis, on invite toujours aussi les professeurs artistes. Et depuis quelques années aussi, on fait l'exposition des professeurs. Et on jumelle, dans le fond, cette soirée-là. Donc, les artistes peuvent voir, évidemment, le travail des participants. Puis les participants peuvent voir le travail de leurs professeurs artistes. Donc, c'est toujours une belle soirée d'échange. Et vous, Emmanuel, c'est grâce à des concours que vous avez été révélé. Oui, exactement, grâce à des concours, justement, avec la station FM 103.3, ici tout proche. Puis oui, des concours. Souvent, les artistes, à force de faire des concours, il y a le grand découragement qui embarque. Mais non, moi, j'ai persévéré, j'ai rencontré des gens. J'ai appris aussi beaucoup sur le milieu, sur moi-même, comment persévérer, mais comment développer ma plume aussi, puis prendre des commentaires de professionnels. Et puis, ben voici qu'est-ce que tu as à changer, etc. Oui, j'ai beaucoup appris. Vous avez Vraiment, appris. beaucoup appris. Puis votre déclic, là, est-ce que vous l'aviez eu, votre déclic de savoir que vous vouliez devenir un artiste en suivant des cours, en faisant des Moi, loisirs? c'est drôle, ça a commencé très jeune, alors que ma maman était malade, était à l'hôpital. Puis moi, je voulais m'exprimer. Et puis, j'ai commencé à prendre un crayon, un papier, et puis à écrire mes émotions. Et puis, j'ai réalisé que j'avais un intérêt pour la poésie, et puis pour ce qui est le rime. Et puis, à un moment donné, j'ai réalisé que je le faisais même quand ma mère est sortie de l'hôpital. Puis j'ai vraiment développé une passion pour la poésie. Puis aujourd'hui, je fais ça de ma vie, puis je suis heureux. Vous faites ça de votre vie? Ben oui, c'est pas toujours payant, comme on disait tantôt, mais non, je fais ça de ma vie, puis je suis vraiment, vraiment, vraiment heureux. Oui, je donne des ateliers de slam à des jeunes. Justement, je les encourage aussi à développer leur côté artistique, à s'exprimer. Mais je fais aussi des spectacles. J'ai un album qui sort à l'automne et beaucoup de projets. Donc, ça n'a pas changé quelque chose dans votre vie de vouloir devenir artiste. Ça a carrément changé toute votre vie. Ma vie, le parcours de ma vie, et puis un intérêt pour le théâtre, pour la mise en scène, pour jouer aussi. Je suis comédien, comme vous l'avez dit au début. Donc oui, ça a changé ma vie, littéralement. Est-ce que vous avez suivi des cours pour devenir comédien? Oui, comédien? j'ai suivi une formation à l'UQAM en art dramatique, la meilleure école de théâtre au monde. Je vais vous croire. D'accord. Je vais vous croire sur parole. Stéphanie
Stéphanie, dans tout ce que vous organisez à Longueuil, est-ce qu'il y a des modes, est-ce qu'il y a des pics? La demande là, la plus forte, elle est pourquoi? Pour quel genre de spectacle? Au niveau des spectacles, oui, il y a des modes. On parlait tantôt du slam, donc il y a des périodes aussi, on voit. Donc nous, c'est sûr qu'on se tient à l'affût de tous les courants, évidemment. Donc on va aussi dans des colloques, on va voir aussi ce qui se passe dans les autres villes, ce qui se passe dans les autres pays aussi. Et puis, donc, après ça, ça nous permet de nous aider là, à faire nos programmations. Alors, à chaque année, c'est de la manière qu'on travaille. Donc, évidemment, on reçoit des dossiers d'artistes. On fait, nous, nos recherches, mais on va ailleurs aussi voir des spectacles. Et puis, on a des colloques aussi à chaque année qui nous permettent là, d'aller voir ce qui se fait sur le marché. Puis après ça, à partir de tout ça, on bâtit nos programmations. Alors, c'est de la manière qu'on travaille. Et c'est la même chose aussi pour le loisir culturel, pour les cours qu'on offre. On reçoit des dossiers, on reçoit des gens. Ça a été la même chose avec Eugénia Reznick, donc, qui a été une de nos professeurs pendant de nombreuses années. Donc, elle est venue me rencontrer, elle m'a présenté son portfolio. Alors, on travaille beaucoup comme ça. Et puis, d'autres fois, c'est des gens qui nous réfèrent des gens, on les rencontre. Puis, c'est des beaux échanges. Des beaux échanges. Oui, tout à fait. Vous faites des belles rencontres. Oui, des belles rencontres. Eugénie, on ne se le cachera pas. J'aimerais avoir votre opinion d'artiste professionnel, parce que le loisir culturel, c'est souvent snobé. Qu'est-ce qui fait ça, d'après vous? En tant qu'artiste, là, vous n'avez pas un... Non, pas du tout. Moi, honnêtement, si c'est snobé, je suis étonnée. Moi, je pense que c'est vraiment bien de s'investir, c'est vraiment bien d'avoir une pratique culturelle, que ce soit la poésie, que ce soit la peinture, la sculpture, le vitrail. Il faut encourager les gens. J'encourage fortement les gens de tout âge, des tout petits de 2 ans ou des très petits de 82 ans. J'encourage à avoir une pratique culturelle parce que ça ouvre le monde différemment, ça permet de voir le monde différemment et ça apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes, à nous-mêmes. Donc, oui, Comme quoi, oui. par exemple? Comme quoi, par exemple, quelqu'un qui commence à faire de la peinture ou du dessin à 80 ans, puis j'ai rencontré des gens comme ça, j'ai enseigné à des gens comme ça, et ben, ces gens-là me disaient souvent que un arbre devant lequel ils passaient tous les jours, avant de commencer les cours de dessin ou de peinture, et après, eh ben, c'était pas le même arbre. Donc, c'est la découverte de tout, de chaque objet, de chaque trait, de chaque visage. On regarde les choses différemment, on voit les choses différentes. Donc, du coup, on voit soi-même différemment aussi. Et c'est sûr que c'est pas nécessaire de devenir des artistes professionnels, des danseurs, des chanteurs professionnels, mais ce n'est pas grave de ne pas devenir des artistes professionnels. Au contraire, il faut développer une pratique pour notre propre plaisir, pour notre propre loisir et pour le meilleur apprentissage de soi-même. Oui, parce qu'on se demande des fois, est-ce que avec tous les concours qu'on voit à la télé, vous avez fait les concours, vous pourrez répondre à ma question, il y a comme une espèce de vedettariat instantané. Est-ce que les gens n'ont pas des attentes par rapport à ça? Vous, en aviez-vous, Emmanuel? Oui, j'en avais. Puis avec la maturité, plus on vieillit, puis on réalise que c'est pas nécessairement ça le but en soi, puis la seule manière d'être heureuse, puis de vivre. Non, moi, je crois en certains modes de médias qui poussent ça. On le voit. Il y a des auteurs, compositeurs, interprètes, pour pas nommer une émission qui est jouée dernièrement à la télévision. Mais oui, c'est bien, mais il y a autre chose que ça. Je pense que les gens peuvent s'exprimer, comme l'a si bien Eugénia, puis sans nécessairement être des professionnels. Puis il y a le danger, justement, de croire que l'art, c'est seulement par ce végétariat-là. Puis non, moi, j'y crois. Et puis, oui, j'ai failli tomber dans le panneau, mais en grandissant, on réalise que c'est pas nécessairement ça, le résultat final. Vous aviez quel âge, vous, quand vous avez gagné ce concours? Je ne l'ai pas nécessairement gagné. J'étais un des finalistes. D'accord. C'était l'année passée? Oui. Vous étiez donc tout jeune? Oui, tout jeune. 25 ans. Si c'était à refaire, vous referiez? Oui, je le referais. Je le ferai. Mais avec une autre vision de la chose. Vraiment, j'ai appris à donner des ateliers dans les écoles. C'est comme ça que j'ai commencé. Donc, j'ai après beaucoup de jeunes qui m'ont dit hey, ça m'a vraiment touché, qu'est-ce que tu écris? Ça m'a encouragé. Donc, ça vaut plus qu'un grand prix, un concours. Oui.
dans un cas comme celui-là. Ah oui, vraiment. Isabelle et Eugénia qui faites des résidences avec les jeunes, est-ce que vous en connaissez des jeunes qui ont vraiment persévéré, là? Tantôt, vous parliez, Isabelle, que certains vous disaient qu'eux, ils voulaient, mais est-ce qu'il y en a qui l'ont fait, puis qui ont réussi, puis que... Oui, ça fait ça fait tout près de 10 ans que je travaille dans cette école-là. Fait que oui, j'ai des élèves, des anciens élèves qui ont des carrières intéressantes. Est-ce que c'est des vedettes? Non. Des auteurs-compositeurs qui arrivent à travailler, qui font ça de façon professionnelle. Mais ce que je trouve merveilleux, moi, puis les concours en font partie. On parlait des concours. Si un concours provoque une première expérience qui fait en sorte que l'artiste en cheminement fait « Hey, j'ai aimé ça, ça m'a apporté quelque chose, ça me pousse à aller un peu plus loin », c'est extraordinaire. Il faut provoquer des choses. Puis si le fait de provoquer ça, c'est par un concours, pourquoi pas? Pourquoi pas? Sortir de sa zone de confort des gens qui, autrement, dans le fond, seraient restés dedans et n'auraient pas. Puis on est privilégié de pouvoir offrir, dans mon cas, à des jeunes, des premières expériences de scène, des premières expériences d'exposition, parce qu'à l'adolescence, ils ne sont pas à l'âge où ils veulent s'exposer tellement. Ils sont plus intérieurs, ils sont plus... c'est un risque, là, c'est se mettre en danger. Donc, ils montrent toute leur fragilité quand ils nous permettent de voir ce qu'ils écrivent ou ce qu'ils dessinent ou ce qu'ils créent comme film. Puis moi, je trouve ça super enrichissant pour moi. Effectivement. Je me sens très, très privilégiée. Mais là, on parle des bons aspects, là, de ceux qui se découvrent quelque chose. Est-ce qu'il y a aussi des fois des petites zones où les gens pensaient qu'il y aurait plus de facilité? Est-ce que vous avez pu constater ça dans vos pratiques respectives? Stéphanie, peut-être, avec le loisir? Plus de facilité dans leur pratique? Oui, non, mais vous savez, des gens qui pensent que, bon, ils sont des grands artistes, eux, ils peignent, puis ils se rendent compte à la première exposition du cours que vraiment, ils ne sont pas à la hauteur. Ça peut arriver, mais je pense que le professeur est là, l'artiste, professeur, est là aussi pour guider les participants. Je pense que ça se fait toujours dans le respect aussi. Puis il y en a, moi, j'ai trouvé ça bien, il y en a qui m'ont dit, bien Stéphanie, je ne suis pas prête à exposer cette année, peut-être l'an prochain. Puis les professeurs artistes sont là pour les guider, les conseiller. Des fois, j'ai même des professeurs qui ont dit aux participants, peut-être que tu pourrais pratiquer avec un autre professeur aussi pour développer une nouvelle technique. Donc, même entre les professeurs, il y a des échanges aussi. Fait que je trouve ça bien parce qu'on a des gens fidèles aussi à nos ateliers pendant 10, 15, 20 ans. Puis à un moment donné, il y a des professeurs qui disent peut-être que tu pourrais aller développer une technique avec tel artiste pour développer une nouvelle. Oui, donc je trouve que c'est bien. Oui, j'ai un petit mot à ajouter. Oui. Moi, ce que je trouve, après avoir donné pendant effectivement plusieurs années, travaillé surtout avec des adultes, le point difficile, d'accord? Parce qu'avec les enfants, je n'ai pas vu beaucoup de points difficiles, au contraire. Mais avec des adultes, effectivement, il peut y avoir un point difficile. Parce que souvent, il y aura, par exemple, une première rencontre, une première expérience avec les arts, en apprentissage d'une technique. Par exemple, il y a des gens qui vont prendre des cours de peinture à l'huile ou des cours de dessin, etc. Et ça, ils vont trouver ça assez facile, fascinant, très enrichissant. Et après, il y aura une étape où, comme dans tout, dans l'apprentissage de n'importe quoi, où on a appris la technique, mais pourquoi faire? Est-ce qu'on veut copier des cartes postales ou est-ce qu'on veut créer le paysage qu'on voit par notre fenêtre ou est-ce qu'on veut créer des œuvres qui sont authentiques, originales et des vraies créations artistiques? Et c'est cette étape-là qui peut être difficile pour certains, pas pour tous, pas du tout, mais pour certains, une fois la technique est là, est maîtrisée, pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais ça, c'est un sujet, c'est un problème véritable, pas seulement pour des gens qui commencent à prendre des cours, c'est un problème pour tout le monde, pour n'importe quelle personne qui veut créer. Donc, quoi dire? Quoi dire? Effectivement. Et les enfants n'ont pas ce problème-là. Ils ont toujours des choses à dire. Mais c'est des adultes qui sont plus... Enfin, quand je dis des adultes... Se créer des barrières. Oui, c'est ça. C'est à partir du moment où on est conscient qu'on peut être jugé, on peut être regardé, nos œuvres peuvent être visibles, etc. C'est à partir de ce moment-là qu'on se pose la question, mais qu'est-ce que je fais
Ça commence au secondaire, ça. Oui, c'est ça. J'ai dit des adultes. C'est pour ça que j'ai dit des adultes, mais finalement, j'ai rencontré ce problème aussi en travaillant avec les enfants secondaires. Oui. Ah oui. Mais c'est pas un problème, je veux dire, c'est pas un problème en soi. On est conscient qu'il y a ce problème-là, mais c'est là qu'on voit que les enfants, ils vont pas du tout se poser cette question. C'est pas un problème, mais ça pourrait être un beau défi. Oui, c'est un défi, exactement. Oui, c'est le mot. C'est un Et défi. comment vous arrivez à leur redonner leur confiance en eux à ce moment-là? Ceux qui doutent ou... Ben, c'est d'écouter ce doute-là, de respecter ce doute-là, puis de le comprendre, puis de rassurer la personne. C'est normal. C'est normal, ça fait partie du processus, le doute, la remise en question. Je vais essayer autrement. Puis c'est un laboratoire très, très riche, l'école, pour ça. N'importe quelle école, c'est une belle... C'est un beau laboratoire d'exploration. On est confronté à nos pairs, au jugement des autres, au jugement des parents quand on prend la peine de les inviter. À l'adolescence, nos parents, c'est pas nos premiers amis, là. Fait que c'est sûr qu'ils sont dans essayer des choses. Puis le travail des intervenants, tous ceux qui sont ici, qui ont à intervenir avec des jeunes, c'est de faire en sorte que l'expérience soit positive. Mm-hmm. Fait qu'il faut tout mettre en œuvre pour que cette expérience-là soit positive. C'est aussi, je pense, de valoriser les côtés, les points forts. Souvent, je travaille avec des jeunes, puis surtout les adolescents, il y a souvent ce doute, de non, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais de valoriser les points forts, les choses qui vont très bien, les souligner, mais c'est aussi de dire, voici qu'est-ce que tu as à travailler. Parce que souvent, j'ai l'impression que le doute est tellement plus fort que le talent. Souvent, j'ai rencontré des jeunes, puis moi, j'ai même vu des textes et je me dis, waouh, je pourrais pas écrire ça. Moi, que ça fait longtemps que j'en écris. Mais une fois que les jeunes les valorisés, j'ai vu des jeunes qui doutaient tellement, puis qui ont gagné des concours de slam par la suite. Puis je pense vraiment important de valoriser, tout en donnant des commentaires constructifs. Ça peut faire une grande différence. Là. Ah oui, donc valoriser, c'est la clé pour redonner la confiance. Ah oui, vraiment. L'écoute aussi. Oui. Moi, ça m'a aidé, en tout cas personnellement, excuse-moi. Pas de problème. De réaliser que quand je sortais de ma chambre, justement, où j'écrivais mes petits poèmes, quand quelqu'un m'a dit « Hey, t'as du talent », moi, ça m'a frappé, et puis ça m'a donné envie de continuer. Mais vous faites toujours appel à des professeurs, comme vous disiez tantôt, des vrais artistes, là, des artistes convaincus, convaincants, mais ils n'ont pas nécessairement toujours la pédagogie. Ben nous, évidemment, on le rencontre, ces artistes professionnels-là. Et puis, évidemment, moi, tous ceux que j'ai rencontrés, puis tous ceux qu'on a engagés, évidemment, il y avait la passion de transmettre aux citoyens, donc aux participants. C'est sûr que, comme vous dites, c'est peut-être pas toujours donné à tous les artistes, mais je pense que ceux qui viennent cogner à la porte à la Ville de Longueuil ou au Centre culturel Jacques-Ferron, je pense que c'est des gens, évidemment, qui possèdent probablement ces qualités-là, donc qui ont le goût de partager leur passion. Leur passion. Oui, oui. Donc, c'est certain que si on se fie à Eugénia et à Emmanuel, la passion est très, très communicative. En tout cas, elle passe bien avec moi. Et vous voyez ça comme ça aussi, Emmanuel? Partager une passion? Ah oui, vraiment, partager une passion. Moi-même, des fois, je vais à des endroits où je ne suis pas rémunéré. Pour moi, c'est vraiment... le jour où je vais arrêter de faire ça, il va y avoir un problème avec mon art. Parce que je pense que le danger, c'est de toujours vouloir commercialiser l'art. Moi, oui, c'est une passion, puis je veux, même quand j'aurai 90 ans, je veux continuer à aider des jeunes, aider des moins jeunes à s'exprimer par la poésie. Oui. Ouais. Et dans le fond, c'est un peu ça la base aussi, hein? Exprimer à travers le loisir, comme on le disait tantôt, pour arriver à un niveau supérieur. Pensez-vous que tous les citoyens aspirent à devenir des artistes? Est-ce que cette question s'adresse à tout le monde? J'aimerais avoir votre opinion à vous tous là-dessus. Bien, je crois pas. Je crois que même les gens qui pratiquent une forme d'art, même pour le loisir, ça leur permet d'apprécier le travail des autres aussi, puis d'être en contact avec quelque chose. Je pense même pas que c'est une majorité qui souhaite devenir artiste, là. Ils le pratiquent comme mode d'expression pour aller ailleurs comme personne, mais pas... Pas nécessairement. Ils n'ont pas nécessairement des aspirations. C'est ça, comme un loisir culturel. Comme un loisir. Une pratique culturelle. Comme Isabelle dit, c'est d'être en contact avec l'art, avec les artistes, dans un milieu culturel, un lieu culturel. Donc, je pense que c'est ça. Mais je ne pense pas qu'ils aspirent à devenir artistes, donc pas tous les citoyens.
Non, heureusement, parce que je ne suis pas certaine que tout le monde aurait ce talent-là. Tout le monde a un talent, mais est-ce qu'ils l'ont découvert? Oui, moi, je pense que tout le monde pourrait être artiste parce que, honnêtement, c'est ma profonde conviction, c'est qu'on a vraiment tous un talent de création, un talent de créateur. Maintenant, c'est bien sûr, pas tout le monde deviendra artiste professionnel et je ne le souhaite pas que tout le monde soit artiste professionnel. Mais on a tous un médium qui nous convient. Ça peut être la peinture, ça peut être la cuisine, ça peut être la poésie, ça peut être la danse. On a tous un médium qui nous convient pour nous exprimer de façon créative. En tout cas, on a prouvé ce soir qu'il y avait vraiment de la place pour l'art professionnel et le loisir culturel dans la société, que non seulement les deux étaient complémentaires, mais qu'en plus, ils se nourrissent l'un de l'autre. Voilà, c'était la dernière émission de l'art en question. Je remercie mes invités, Emmanuel Hippolyte, Isabelle Arsenault, Stéphanie Lacaire et Eugénia Reznick. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette émission, à cette série d'émissions. J'espère à la maison que ça vous a plu, que comme moi, vous avez partagé leur passion à tous ces invités, que vous avez appris beaucoup de choses aussi et que l'art sera toujours au cœur de votre quotidien, aujourd'hui et demain. Merci beaucoup et peut-être à bientôt.